Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast consacré à l'Observatoire des marchés de l'énergie et de la transition énergétique. Je suis Florent Andrion et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Aurélien Hamel qui est directeur général stratégie et sustainability et membre du COMEX du groupe Total Energy. Bonjour Aurélien. Bonjour Florent, merci de m'accueillir. Merci à vous. Alors, on a publié il y a quelques semaines notre observatoire, la 26e édition de notre observatoire, qui revient et qui fait un peu un point sur l'état de la transition énergétique. Et ce qu'on constate dans cet observatoire, c'est qu'il y a un certain nombre de progrès qui ont été faits, notamment dans le domaine du renouvelable, on y reviendra, mais que malgré tout, on n'est pas encore sur le chemin de la trajectoire des accords de Paris. Vous venez de publier votre Energy Outlook qui donne une prospective à 2030, 2040 et 2050, de manière dont vous voyez les marchés de l'énergie. Donc, j'ai envie de commencer par cela. Comment est-ce que vous, chez Total, vous voyez l'horizon énergétique et la transition énergétique ? Un petit mot pour commencer sur une touche d'optimisme. Vous l'avez dit, c'est exact. Aujourd'hui, le monde ne va pas assez vite pour se mettre dans la trajectoire de décarbonation des accords de Paris et donc contenir le réchauffement en dessous de 2 degrés. Néanmoins, quand on regarde les scénarios énergétiques, alors que fait l'Agence internationale de l'énergie, ils ont un scénario central qui s'appelle STEPS, qui en 2016, donc juste après l'année de l'accord de Paris, projetait une augmentation de température de 2,7 degrés à la fin du siècle. Le même scénario STEPS, en 2024, il vient de sortir d'ailleurs, de l'AIE, projette un réchauffement fin du siècle à 2,4 degrés. On n'est toujours pas en dessous de 2 degrés, mais on est passé de 2,7 à 2,4 degrés, donc on a gagné 0,3 degrés de réchauffement. C'est l'équivalent de 420 milliards de tonnes de CO2 en moins dans l'atmosphère. Donc ça va dans la bonne direction. Ça, c'est le message important à retenir. Ça ne va pas assez vite. C'est l'autre message très important à retenir. Effectivement, nous venons de publier une nouvelle édition du Total Energy Outlook qui donne différents scénarios. C'est pas la vision de Total Energy, c'est une contribution qu'on apporte maintenant tous les ans au débat sur l'évolution du mix énergétique et les leviers à actionner pour qu'on accélère tous collectivement. On a 3 scénarios. Un scénario Trends, qui est un peu l'équivalent d'ailleurs du STEPS de l'AIE dont je parlais à l'instant, qui projette les politiques existantes, qui projette une accélération de certaines tendances. Ce n'est pas simplement une continuation comme si on était encore aujourd'hui dans 10 ans, et qui voit une demande en énergie primaire qui augmente considérablement, une part des énergies fossiles qui reste importante, avec encore en 2030 autour de 105-106 millions de barils par jour de pétrole sur le marché, un tout petit peu plus qu'aujourd'hui, on a à peu près 1% de croissance jusqu'à 2030. Il y a beaucoup de consensus dans tous les scénarios, y compris l'Agence internationale de l'énergie autour de ça. Et après, c'est là que ça peut dévier entre différents scénarios. Notre Trends voit un peu moins de 90 millions de barils par jour de barils sur les marchés en 2050. L'AIE, dans son scénario STEPS, qui est le plus comparable, voit un peu plus de 90 millions de barils par jour. Et après, ça varie. Certains voient un peu plus de 100 millions de barils par jour, c'est le cas d'Exxon. D'autres voient un peu plus de 80, en dessous de 90. Mais finalement, si on projette les tendances existantes, on voit qu'il y a une part des fossiles qui est encore importante. Les bonnes nouvelles dans tout ça, c'est quand même que le charbon diminue significativement. Il y aura un pic charbon. Certains le voient avant 2030, peut-être. On n'est pas charbonnier, donc on n'est pas des experts, mais on regarde beaucoup ce marché. Ou en tout cas un peu après 2030. Et un déclin ensuite qui se fera doucement, mais qui se fera dans l'usage du charbon. Le charbon étant le plus émissif dans toutes les énergies fossiles. Et on a une place du gaz qui reste en croissance jusqu'à 2035, un peu plus, et après sur un très long plateau fondamentalement, puisque le gaz permet de décarboner un certain nombre d'usages, dont la génération électrique. Ça, c'est les scénarios, je dirais, tendanciels. Et avec des accélérations, encore une fois, plus de renouvelables, plus de voitures électriques. Donc, on ne se contente pas de dire le monde reste tel qu'il est aujourd'hui quand les uns les autres, nous faisons ces scénarios. On a 2 scénarios qui sont plus ambitieux. Le scénario Momentum, qu'on publiait déjà, qu'on a mis à jour, qui est un scénario qui part du principe que tous les pays qui se sont engagés à être net zéro en 2050 le seront. On ajoute aussi la Chine, qui serait net zéro en 2060. C'est ce que la Chine a pour ambition de faire et elle déroule un plan qui est sur ce chemin pour l'instant. Peut-être plus vite, et notamment pour des raisons technologiques et de supply chain aussi, et de domination de certains secteurs. Donc, si on fait ces hypothèses-là, on voit une part du charbon qui va diminuer beaucoup plus vite parce que les usages vont s'électrifier plus vite et la génération électrique va se faire de moins en moins par le charbon, de plus en plus par le renouvelable, majoritairement, par l'hydroélectrique, le nucléaire, le gaz. On voit une part du pétrole qui diminue aussi effectivement plus vite parce que l'électrification du transport va plus vite. C'est la grande clé pour la bascule, je dirais, du pétrole à l'électrique sur la mobilité. Et là, on voit dans notre scénario, on voit autour de 70 millions de barils de pétrole
par jour sur les marchés. C'est beaucoup, mais c'est beaucoup moins qu'aujourd'hui. Donc c'est quand même une pente de décroissance rapide. Plus de 20 millions de barils en moins. Plus de 20 millions de barils en moins. Donc c'est significatif. Ça, c'est un scénario qui a un réchauffement implicite fin de siècle, qu'on a fait mesurer avec l'aide d'ailleurs du MIT cette année, à un peu plus de 2 degrés. Donc on est presque à Paris, on n'y est pas tout à fait, en étant l'ensemble de la société, si on arrive tous à faire ça. Et il y a un troisième scénario qui est le scénario rupture, qui est beaucoup plus ambitieux, qui suppose un financement beaucoup plus important dans les pays du sud global, comme on dit aujourd'hui, de la transition, qui est aujourd'hui un des facteurs très limitants de la transition, le financement dans le sud global, le financement des énergies décarbonées qui coûtent plus cher que le charbon, qui est la première source d'énergie vers laquelle on se tourne quand on se développe, ce qu'ont fait les Européens et les Américains il y a un siècle et demi, ce que font aujourd'hui les pays du sud global, et ce que fait encore l'Inde aussi d'ailleurs. Donc il y a un enjeu de financement là-dessus. Si le monde arrive non seulement à faire ce qu'il y a déjà dans le scénario Momentum et à accélérer ce financement, à accélérer certaines innovations technologiques, là c'est un scénario qui amène autour de 1,7 degré de réchauffement. On a 30 millions de barils de pétrole par jour sur les marchés en 2050. Le scénario NZ2 de l'AIE, qui est le plus proche de ça, voit 25 millions, 23 millions de barils par jour de pétrole sur les marchés. Et une place du gaz qui reste significative, qui est en décroissance dans ces scénarios, mais qui reste significative parce que le gaz vient décarboner les réseaux électriques et vient décarboner l'industrie. Il se substitue au charbon, en fait, dans les deux cas. Et dans les deux cas, il décarbone, en réalité, les émissions liées à l'énergie. D'accord, donc scénario quand même extrêmement ambitieux, à la fois d'un point de vue financement, volonté politique, d'accélération, et puis développement des technologies. Chez Total, vous avez pas mal accéléré ces dernières années sur le passage, vous êtes devenu Total Énergie, et non plus simplement Total. Donc vous traitez un mix énergétique et l'électrification. Outre le renouvelable dans lequel vous êtes investi, quels sont vos paris et quels sont ceux que vous faites dans cet outlook? Alors, on a quelques paris, mais on investit aujourd'hui massivement sur les renouvelables. On met à peu près un tiers de nos investissements dans les énergies bas carbone, et l'essentiel, c'est 4 milliards par an, va vers ce qu'on appelle, nous, l'électricité intégrée, Integrated Power. C'est principalement des renouvelables. On ambitionne de produire plus de 100 TWh d'électricité bas carbone en 2030. C'est colossal. On aime bien comparer, c'est l'équivalent de 500 000 barils par jour de pétrole en termes énergétiques. Donc c'est beaucoup. Aujourd'hui, on produit 1 400 000, 1 500 000 barils par jour de pétrole. Donc c'est un tiers de ce qu'on fait aujourd'hui en pétrole. On a mis 100 ans pour faire ça. Et en 10 ans, on aura mis 10 ans en 2030 pour construire ce business électrique. On ambitionne d'être à l'équivalent de 500 000 barils en électricité bas carbone, 70% du renouvelable, donc effectivement on investit beaucoup dedans, 30% venant de la génération flexible, c'est beaucoup les centrales à gaz. Encore une fois, on insiste beaucoup dessus, et c'est un point de débat d'ailleurs dans le débat public. Quand on regarde les réseaux électriques des pays où on investit sur l'électricité, l'Allemagne, la France c'est spécial avec son nucléaire, l'Espagne, le Portugal, le Royaume-Uni, le Texas, on investit beaucoup, ce sont des réseaux électriques qui, ces 10-15 dernières années, se sont tous décarbonés. Tous. Le charbon a baissé dans tous ces réseaux électriques et le gaz a augmenté. Parce que le gaz, il vient décarboner une partie de la génération et il s'assure qu'on a du base load permanent et avec une capacité de gérer les pics électriques. Et donc, on a une intermittence des renouvelables, il faut des batteries, on investit dans les batteries et il faut du gaz. Donc, nous, on investit beaucoup aussi sur les batteries et sur les centrales à gaz et sur le trading de gaz, d'une part. Et d'autre part, sur les autres technologies, on voit qu'il y a une grande variabilité géographique. Tous les blocs géographiques, l'Europe, la Chine, l'Inde, l'Asie du Sud-Est, les États-Unis, le Brésil, ne vont pas dans les mêmes directions. Si on regarde en Asie, ce qui est intéressant en ce moment, c'est qu'ils veulent décarboner leur électricité en y allant par étapes, et ils regardent beaucoup en ce moment le co-firing de charbon et d'ammoniac. Donc ils veulent mettre dans des centrales électriques à charbon de l'ammoniac petit à petit, de l'ammoniac vert, donc qui sera fait sur base d'hydrogène, et donc d'électrolyse de l'eau, pour décarboner leur génération électrique. Donc ça, c'est un chemin qui est pris par les Japonais, par les Chinois, et on voit très bien quand on regarde leur politique énergétique. D'autres, je vais citer les États-Unis, misent aussi sur les renouvelables. C'est quand même assez universel, ça, aujourd'hui, maintenant, en termes de développement, mais misent aussi sur le carbon capture and storage, le captage de CO2, son stockage permanent, en tout cas de très longue durée, et son utilisation aussi, sa valorisation dans des matériaux de construction, par exemple. Les États-Unis, avec l'Inflation Reduction Act, offrent un cadre fiscal qui favorise énormément les investissements dans ce secteur. D'ailleurs, on fait des investissements en mer du Nord, en Europe, mais aussi aux États-Unis, avec ce cadre qui est très favorable sur ce créneau-là, pour pouvoir bénéficier d'infrastructures existantes aux États-Unis de transport de CO2, capter le CO2 auprès d'émetteurs industriels et le stocker dans des couches géologiques ou onshore ou
offshore. Donc il y a des chemins technologiques qui sont différents. Certains se recoupent un petit peu d'une zone à l'autre. Nous, on a choisi d'être majoritairement sur l'électricité, vous l'avez dit. L'électricité intégrée, donc c'est renouvelable, 70% de génération, c'est ce qu'on vise, et le reste, c'est du flexible. Et de s'intégrer sur certaines technologies, notamment carbon capture and storage, pour ce qui nous concerne. Quand on a préparé cet échange, vous nous avez aussi évoqué les pays du Sud global qui sont encore dans une autre difficulté, on va dire, de transition. Comment vous les voyez, eux, passer dans cette transition? Aller directement à l'électrification? Il y a un enjeu très fort pour eux qui est un enjeu d'abord d'accès au financement. Ce qu'on voit quand on investit dans tous les projets énergétiques, mais notamment dans les projets de génération électrique, qui sont des projets locaux. Nous, on est sur 3 grands marchés, le pétrole, le gaz et beaucoup le gaz naturel liquéfié, et l'électricité aujourd'hui. Le pétrole est un marché mondial. Le pétrole voyage sur des bateaux et donc il est transporté et vendu un peu partout dans le monde, et puis raffiné, ensuite redistribué partout dans le monde. Le gaz naturel liquéfié a la même particularité, il est liquéfié, donc il se transporte par bateau et voyage beaucoup dans le monde. Après, il rentre dans des usines de regazéification et là, il rentre dans des réseaux domestiques, régionaux, à la maille européenne par exemple. L'électricité, c'est très différent parce que c'est très local. Et donc, quand vous produisez de l'électricité, c'est fondamentalement pour un marché local. Il y a des pistes de développement de transport sur très longue distance d'électricité, mais aujourd'hui, on a au mieux des réseaux comme en Europe qui est très développé, avec des pays, des petites plaques sous-continentales qui ont des réseaux électriques intégrés. Quand on regarde ça, on voit dans les pays du Sud global que le grand enjeu, c'est la capacité à avoir des acheteurs d'électricité à long terme qui ont un credit rating suffisant. Et donc le grand enjeu aujourd'hui, et il y a beaucoup d'institutions qui se mobilisent, c'est de pouvoir garantir le financement d'achat d'électricité dans tout un tas de pays du Sud global pour pouvoir investir, parce que ça coûte plusieurs milliards chaque projet, dans des projets de génération électrique bas carbone, de réseaux électriques et de consommation d'électricité, avec des acheteurs qui auront les reins suffisamment solides sur 10 ans, sur 15 ans pour acheter ça. Et donc vous avez aujourd'hui la Banque mondiale, vous avez des agences de développement bilatérales qui investissent ce créneau-là. Et ça, c'est primordial pour aider ces pays-là, effectivement, à aller le plus vite possible vers des solutions bas carbone ou décarbonées, alors que le chemin classique de développement les conduirait à passer massivement par le charbon. Encore une fois, ce qu'ont fait l'Europe et ce qu'ont fait les États-Unis historiquement. Fossile, classique. Si on revient un peu sur l'hydrogène vert, vous l'avez rapidement abordé. Total Energy a lancé il y a quelques mois un appel d'offres très significatif pour fournir ses raffineries en hydrogène vert. Est-ce que vous pouvez nous faire un retour d'expérience de cet appel d'offres, des prix de marché dont on débat beaucoup en ce moment dans le milieu de l'hydrogène, en disant aujourd'hui il est trop cher cet hydrogène par rapport à l'hydrogène classique. Quelles sont vos perspectives en la matière? Il faut voir que dans le domaine de la transition, un enjeu majeur et qu'on a sur tous les segments et tous les vecteurs énergétiques, et on l'a particulièrement sur l'hydrogène, c'est ce syndrome de la poule et de l'œuf. Qui le premier de la poule et de l'œuf et qui le premier du producteur d'énergie va investir ou du consommateur d'énergie va investir? Parce que les deux doivent investir. L'hydrogène, c'est une chaîne de production qui n'existe pas à échelle massive aujourd'hui. Et je vais en dire un mot, ça existe déjà sur des niches industrielles. Il faut aussi des gens pour consommer cet hydrogène. Il se trouve que nous, on a un grand producteur d'énergie, ça tout le monde le sait, mais il se trouve aussi qu'on a un grand consommateur d'énergie. On consomme beaucoup d'énergie dans nos installations industrielles, pour produire du pétrole et du gaz, pour raffiner des produits pétroliers, et pour faire de la pétrochimie. Et on a lancé cet appel d'offres, comme vous l'avez dit, pour nous fournir dans nos raffineries européennes, à partir de 2030, 500 000 tonnes par an d'hydrogène vert bas carbone. Il faut donner un ordre d'idée, aujourd'hui, le marché de l'hydrogène mondial, tout compris, c'est 100 millions de tonnes à peu près. L'hydrogène vert là-dedans, c'est 1%. Oui, même moins. C'est tout petit. Quand on regarde notre appel d'offres, c'est la moitié du marché mondial existant aujourd'hui qui est amené à grandir. Les grands clients d'hydrogène sont les raffineurs, donc nous on est raffineurs, ce sont les producteurs d'engrais aussi. Et donc on a fait ce pari que il faut qu'on lance le marché, et donc il faut qu'on aide des producteurs d'hydrogène qui existent aujourd'hui, qui se mettent sur l'hydrogène vert, à dérisquer leur investissement. Nous, on sait qu'on a besoin d'hydrogène pour nos installations industrielles, et eux, ils vont pouvoir en produire de l'hydrogène vert parce qu'ils ont Total Energy qui est là depuis 100 ans, et on va encore être là dans 100 ans, et on a un bilan qui rassure des investisseurs pour faire des investissements, encore une fois, sur 10, 15 et 20 ans. Donc on a lancé ça, les prix restent élevés, et les prix restent évidemment beaucoup plus élevés, de l'ordre de 4 à 6 fois plus, même un peu plus parfois, par rapport à l'hydrogène gris, comme on l'appelle aujourd'hui, qui est celui qu'on obtient par vaporéformage du gaz. Ça reste élevé, mais on a un cadre qui soutient ces investissements, qui est le cadre du prix du CO2 en Europe. On a une tonne du CO2 dont on doit un prix à la tonne de CO2 dont on doit s'acquitter
notamment pour nos raffineries qui sont des industries électro-intensives et très émissives. Donc elles sont soumises au système de quotas d'émissions en Europe. Et ce faisant, on a un cas économique qui tient la route quand on fait cet investissement. Mais qui n'arrive pas encore à effacer le quadruplement des prix. Aujourd'hui, ce n'est pas une logique de marché qui prévaut. Et d'ailleurs, c'est un exemple qui est très pertinent. Pour que toutes ces énergies décarbonées se développent, il faut un soutien réglementaire et fiscal très fort et très stable. On a un enjeu aujourd'hui parce qu'il y a un débat politique qui est très vif en matière de transition énergétique. On le voit beaucoup aux États-Unis, on le voit un peu en Europe. On a un grand besoin de stabilité du cadre qui a été construit, puisque cette stabilité conditionne la viabilité des investissements. Encore une fois, on est sur du temps très long qui dépasse 1, 2 ou 3 échéances électorales en général. Alors, il y a un autre débat très vif qui agite beaucoup le milieu des énergéticiens, c'est les écarts de rentabilité entre les activités renouvelables et puis les activités plus traditionnelles. Et dans vos communications, vous le constatez également, puisque vous avez des ambitions d'amener la rentabilité de vos activités, de vos opérations renouvelables à peu près au même niveau, ou en tout cas dans des fourchettes proches des activités classiques. Quelles sont aujourd'hui les recettes ou le constat que vous faites sur cet écart de rentabilité qui, pour d'autres acteurs, d'autres confrères de Total Energy, ça les amène à faire un no-go sur ces activités. Comment est-ce que vous résolvez cette problématique ? Je crois qu'il faut préciser qu'on est en train de créer un modèle qui est fondamentalement différent de ce qui existait. Et c'est un modèle qui est la parfaite hybridation entre le métier de producteur et de vendeur d'électricité et celui aussi qui est notre métier historique de producteur et transformateur et vendeur de produits pétroliers et gaziers. Pourquoi je dis ça ? Parce que on est, je vous l'ai dit, sur la génération électrique bas carbone et à 70% ce sera sur base renouvelable, cette génération électrique. Mais ce qui est très important, c'est le modèle intégré. Et nous, ce qu'on développe comme segment, c'est un segment de Integrated Power. C'est le renouvelable, c'est les batteries, ce sont les centrales à gaz qui produisent l'électricité, ce sont les autres moyens flexibles de génération électrique. C'est le trading et c'est la distribution à des clients industriels et notamment en Europe de l'Ouest à des clients particuliers. En s'intégrant sur cette chaîne de valeur, on est capable de gérer la volatilité des prix électriques. Ce qu'on fait sur le pétrole et ce qu'on fait sur le gaz naturel liquéfié, encore une fois, ça c'est notre métier traditionnel. Et c'est vrai que les entreprises pétrolières et gazières sont des entreprises qui savent gérer des risques de marché et des risques de prix. Ça fait 100 ans qu'on fait ça. C'est inhérent au marché pétrolier, et on le voit beaucoup en ce moment, il y a une grande volatilité des prix pétroliers. C'est inhérent au marché du gaz naturel liquéfié. Et donc on est en train, nous aussi, d'apporter ce modèle dans la chaîne électrique. Et c'est un modèle qui nous permettra de générer 12% de retour sur capitaux employés d'ici 2030. 12% de retour sur capitaux employés, c'est plus que la génération électrique utility classique. Encore une fois, ils n'ont pas le même coût du capital, donc c'est pas anormal et les deux modèles peuvent totalement coexister. Et par ailleurs, 12% de rentabilité, c'est ce que vous avez sur des investissements pétroliers quand le baril vaut $60. Donc on est dans un univers de rentabilité qui n'est pas un univers inconnu des pétroliers. Aujourd'hui, le baril, alors il a beaucoup de volatilité, mais on va dire qu'il est en ce moment autour de $70. Il est souvent, et parfois pour des périodes prolongées, à $60 ou moins. Donc on a des rentabilités qui se comparent bien quand on compare le modèle de l'électricité intégrée qu'on est en train de bâtir et le modèle classique pétrolier. Oui, un modèle de marge intégrée, pas uniquement le renouvelable, mais intégré sur toute la chaîne. Exactement. Il y a un débat aussi qu'on a eu d'ailleurs lorsqu'on a échangé sur nos observatoires respectifs, c'est le fait qu'on calcule beaucoup de toutes ces données d'observatoires, d'Outlook, sur l'énergie primaire. Et nous, on s'est aperçu, et c'est un des points de notre observatoire, mais je pense que vous avez le même débat, qu'il y a aussi, avec l'électrification des usages, une question autour de l'énergie finale dont on va avoir besoin, parce que les systèmes énergétiques classiques sur lesquels nos sociétés tournent, ils ne sont pas toujours très efficients. On perd beaucoup d'énergie primaire au fur et à mesure qu'on la transforme, qu'on la transporte et puis qu'on l'utilise. Et on a souvent le débat de quel est le fameux point de bascule à partir duquel, finalement, on va aller plus ou moins vite dans les scénarios que vous évoquiez, et notamment le bon usage de l'indicateur. Est-ce qu'il faut calculer les choses en énergie primaire ou est-ce qu'il faut au contraire regarder l'énergie finale? Comment est-ce que vous avez intégré ça? Alors c'est vrai que c'est un débat d'experts qui peut un peu perdre les non-initiés. Mais aujourd'hui, quand on fait les scénarios, encore une fois, trends, politiques existantes, et on regarde où ça nous amène avec des hypothèses d'accélération et de pénétration des véhicules électriques et de moins de charbon, on voit qu'on a une croissance significative de l'ordre de 1% par an de la demande en énergie primaire d'ici 2050. Donc, et parce qu'on a ces
ce système énergétique tel qu'il est aujourd'hui, avec ses inefficacités qui sont liées aux conversions d'énergie. On doit avoir des conversions lorsqu'on transforme de l'énergie en autre forme d'énergie, et en général, on a au moins 2 ou 3 séquences avant que ça arrive en usage final. Il est vrai qu'en électrifiant, vous avez des gains inhérents d'efficacité, et donc quand on regarde les scénarios qui sont plus ambitieux en termes de capacité collective à décarboner la génération électrique et à électrifier de plus en plus d'usages, non seulement dans la mobilité, mais aussi dans l'industrie, qui sont les 2 grands segments, je dirais, puis le bâtiment aussi est un 3e segment qui compte beaucoup. On a en fait une quantité d'énergie primaire nécessaire qui diminue dans les scénarios type net zéro, type rupture chez nous. Mais en revanche, le service énergétique augmente parce que vous avez très peu de pertes de rendement, très peu de pertes de conversion quand vous électrifiez un maximum et quand vous générez l'électricité, ensuite vous allez la distribuer et l'utiliser. Et donc vous avez un service énergétique qui augmente. Donc ce qu'on voit quand on fait le scénario, c'est intéressant, on voit une demande en énergie primaire, ce scénario les plus ambitieux, qui diminue. Mais on voit en revanche une énergie finale dont la quantité globale augmente parce que le service énergétique a un meilleur rendement. Ça, c'est à ne pas perdre de vue parce qu'on n'est pas dans une logique, même dans ces scénarios-là, de décroissance absolue. On est dans une logique de beaucoup plus grande efficacité, mais en fait, de consommation de toujours plus d'énergie au niveau de la planète. Pourquoi ? Parce que vous avez aujourd'hui le Sud global, l'Inde, qui commencent leur trajectoire de développement avec une population qui augmente, avec une aspiration à des niveaux de vie et des niveaux de PIB, d'éducation et d'accès à la santé qui sont celles que nous avons eues en Occident et qu'on a rencontrées en Asie du Sud-Est et en Chine dans certains pays en tout cas. Et donc tout ça, ça va tirer de toute façon une demande croissante en énergie, mais effectivement, quand on va basculer peut-être en accélérant d'un scénario trends à un autre sur les 10-15 ans qui viennent, il faudra de plus en plus être attentif à cette consommation d'énergie finale. Donc, en résumé, pas forcément moins d'énergie, mais de l'énergie moins carbonée au fur et à mesure qu'on va arriver à électrifier les usages et la société. Moins carbonée et plus efficace. Et plus efficace, très bien. Merci beaucoup Aurélien pour cet échange. Merci beaucoup. Et à très bientôt. À bientôt.